chaque fois qu'il va y avoir une transaction, le fisc va faire un prélèvement. Donc ce qui reste de disponible par le reste des consommateurs de la population est à chaque fois moins important. Au début, il y avait 100 euros. Vous voyez qu'après la première passation, il y en a déjà plus de 80, puis 63, puis ça descend. Si le fisc ne réinjectait pas, je mets si il ne réinjectait pas, et ben cet argent il finirait par disparaître. Il n'y aurait plus de monnaie entre les mains des consommateurs pour pouvoir l'utiliser. Puisque j'ai éliminé la notion de temps, nécessairement, les 100 euros de départ vont passer en totalité dans les caisses de l'État, qui va les recycler, bien sûr. Mais pour dire que c'est un passage obligé, tout euro qui circule aujourd'hui passera un moment ou l'autre, aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 30 ans, par les caisses de l'État. OK ? Alors, maintenant je vais arriver à une conclusion, et c'est là où on se démarque. Je vous ai dit, on a trouvé un sac avec 100 pièces de 1 euro. Mais si c'était votre employeur qui vous avait versé 100 euros de net, les 100 euros en question vont suivre le même chemin. Si, au lieu que ce soit votre employeur qui vous verse ça, c'est l'État qui vous fait un versement de 100 euros, soit parce que vous êtes fonctionnaire, soit parce que vous êtes un de ses fournisseurs, soit parce qu'il vous accorde une prestation sociale. Il vous donne 100 euros. Le même schéma va être conservé. Alors ce que je veux démontrer là, c'est que quand l'État dépense 100 euros, un jour ou l'autre, peut-être dans 50 ans, il aura récupéré ces 100 euros. La fiscalité permet de faire retourner dans les caisses de l'État l'argent qu'il a fait. Donc, quand l'État dépense 100 euros, il sait que dans un délai qui lui est inconnu, il va récupérer 100 euros en ressources. On est en train de faire une démonstration que même les Nobel n'ont pas compris, c'est que quand l'État fait une dépense, il va la récupérer. Quand on dit « je vais réduire les dépenses pour faire de l'austérité », je réduis mes ressources futures. Je m'appauvris. C'est ce qu'on constate. Quand on fait ce genre de choses, on dit « je fais une dépense, je vais récupérer en ressources équivalentes », je dis quoi? Je dis que les dépenses, elles sont a priori, elles sont antérieures aux ressources. Toute la théorie actuelle et le système économique actuel dit l'inverse. Dit l'État a des ressources, il va voir comment il l'utilise. Ça, c'est un budget de ménage. Quand vous créez une entreprise, vous commencez par aller chez le banquier, chercher de l'argent pour mettre des actifs. Vous commencez par les dépenses. Et après, vous allez recevoir des ressources. Tout le raisonnement du système économique actuel, de la comptabilité nationale, de la Cour des comptes, c'est de dire qu'on a un budget de ménage. Et elle est là l'erreur. Le budget de l'État fonctionne comme celui d'une entreprise. Sauf que l'entreprise, elle va avoir plus de ressources ou moins de ressources que les dépenses engagées. Là, on a un cas exceptionnel, c'est toujours égal. Comment peut-on me dire aujourd'hui que les dépenses budgétaires de l'État vont être fonction des ressources d'il y a 3 ans, alors que je sais qu'elles vont me générer exactement le même montant en ressources? Sans compétition entre États. Sans compétition entre États. Tout à fait. Alors, il y a une fuite là-dedans, vous avez raison, ce sont les échanges entre États. Voilà. Ça, c'est un deuxième morceau. Mais si on était dans un vase clos, dans une autarcie, ça fonctionne comme ça. Et l'Europe, c'est encore pire parce que là, on a tout mélangé. Donc, si vous admettez ça, vous admettez quelque chose que les économistes n'acceptent pas aujourd'hui, mais qui est en train de disparaître. La théorie quantitative de la monnaie, c'était ça, et ça a fondé le système néolibéral. Aujourd'hui, depuis 2015, vous avez les plus hautes sommités économiques du monde. Madame Janet Yellen, directrice générale de la Banque fédérale des États-Unis, Monsieur Kaushik Basu, économiste-chef du Fonds monétaire international, Monsieur Paul Krugman, prix Nobel d'économie en 2008, qui a réuni le 5 janvier 2018 les 60 meilleurs économistes, ou selon lui la crème des économistes, qui ont tous reconnu une chose, notre système ne fonctionne plus. Ils ne comprennent pas, l'économie actuelle ne se réagit pas comme le prévoyait le modèle. Et ils cherchent pourquoi. Et vous avez d'autres groupes d'économistes, dont je fais partie, mais il y en a de bien plus illustres, qui ont vu depuis longtemps que les dépenses précédaient les ressources. Ils ont vu d'autres choses aussi. Ils ont vu que de cette façon, si l'État a la possibilité de créer sa propre monnaie, il ne sera jamais en faillite. Parce que s'il crée de la monnaie qu'il l'injecte en dépenses supplémentaires, c'est pas gênant, il va la récupérer. Il ne va pas se mettre en déficit, il va avoir un problème de trésorerie. Tout le monde confond le déficit budgétaire avec le déficit de trésorerie. Pendant un temps, il n'a pas tout de suite l'argent. Et il va aller l'emprunter. Et ça va lui créer des dégâts terribles. C'est quand il va l'emprunter, avec le tableau qu'on a vu tout à l'heure,
il va emprunter 100 millions, il va les mettre dans l'économie, sous un délai de 5-6 ans, il récupère ces 100 millions. Il va les rendre à son prêteur, on est d'accord. Sauf qu'il y a une chose, c'est que le prêteur va lui demander des intérêts. Et ces intérêts, il ne peut pas les payer. Parce que s'il fait, et ses ressources sont toujours identiques à ses dépenses, il ne fait pas de déficit, mais il ne fait pas d'excédent. Et c'est ce qui bloque la machine et qui crée la dette. Ce ne sont pas les déficits qui créent la dette, ce sont les intérêts qu'il ne peut pas payer. Cette théorie, qu'on appelle la MMT, Modern Monetary Theory, c'est ce qui est porté par le clan des démocrates américains actuellement. On a une grosse bataille là-dessus. Si les démocrates, à la fin de l'année, remplacent Trump, c'est ce qui sera utilisé pour mettre en place un nouveau système économique et balayer celui qu'on utilise aujourd'hui. C'est dans cet esprit, avec ces éléments-là, que nous allons faire une monnaie locale complémentaire. Je viens de loin, là. Donc, un petit schéma pour dire comment fonctionne l'économie. Le trésor public met de l'argent dans le circuit par des dépenses. Ça se transforme, ça fait tourner l'économie. On a vu 1 euro qui est mis va faire une production en boucle, mais au fur et à mesure, il va en récupérer. Parce que tout ça, ça va alimenter l'économie réelle, qui va pouvoir permettre de produire des traitements, des rémunérations, des salaires qui vont faire un pouvoir d'achat, et ça va se déverser dans ce grand tout, et ça va être recyclé par le fisc qui fonctionne, et qui va le remettre dans les caisses d'État, qui va repartir. C'est ça le circuit économique. Ce qui était important de voir, c'est qu'avec la fiscalité, l'État n'est pas déficitaire. Pourquoi je dis ça ? Parce que maintenant, si vous voulez créer une monnaie locale, les monnaies locales complémentaires, vous passez par une association. Parce que les gens à qui vous allez proposer vos sols n'ont pas confiance. Je l'ai dit tout à l'heure, pour que la transaction se fasse, il faut que vous ayez confiance. Le boucher n'a pas confiance. Qu'est-ce que je vais en faire ? Moi, mon fournisseur de viande, il ne prend pas votre truc. Donc, je ne le fais pas. Puis, ça va peut-être durer quelques années où l'État va l'interdire. Je ne veux pas de votre monnaie. Si votre monnaie locale complémentaire est refusée, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez des gens qui font les commerciaux, qui vont essayer de convaincre qu'il faut le faire, que c'est bien pour la région, mais ça ne convainc pas assez, ça monte très doucement. Vous ne pouvez pas attendre 25 ans qu'un quart de la population s'y soit mis. Par contre, ce qui se passe dans le cadre de l'État, c'est que l'État a un élément supplémentaire dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'il a le moyen d'imposer des choses. Il peut déjà imposer une monnaie, il a dit l'euro. Il a oublié l'article du code qui vous permettait de faire autrement. Mais c'est tellement plus simple pour tout le monde utilise l'euro. Bon. Mais il peut surtout vous imposer une fiscalité. Et dès que vous donnez une fiscalité, l'argent que vous investissez, vous le récupérez. Mais dans le cas d'une monnaie locale, si vous mettez une monnaie locale en place par une association, elle ne peut rien imposer. Si c'est une municipalité ou un groupe de municipalités, elle a le droit de mettre en place des fiscalités. Plusieurs. Et le fait de mettre une fiscalité, vous donnez aussi une raison aux commerçants de l'utiliser, parce qu'ils savent qu'ils ont un débouché qu'ils peuvent le recycler. Si les commerçants, vous leur dites, vous pourrez payer la moitié de votre fiscalité en violette, ils vont l'accepter plus facilement. Si vous mettez, je prends un exemple, à Saint-Brieuc, la mairie de Saint-Brieuc met en place une monnaie locale, il veut absolument que ça tourne, et je dis n'importe quoi, j'invente. Il y a 5 parkings, il y en a un qu'on va mettre pour les étrangers à Saint-Brieuc, ce qui est d'ailleurs, parce qu'ils n'ont que des euros. Les autres, vous pouvez prendre des euros ou des monnaies locales, mais le plus grand, il ne fonctionnera qu'avec notre monnaie locale. Et ça, on peut le faire. Moi, je suis allé à Paris, j'ai voulu mettre de l'argent dans des parcs-mètres, je ne pouvais pas, il fallait une carte de la mairie de Paris. Ça marchait qu'avec des cartes. Vous mettez un parking là-dedans, ceux qui veulent y aller, il va falloir qu'ils apprennent la monnaie locale. Hein. Donc à partir du moment où vous ouvrez des portes de sortie à cette monnaie, le circuit va se faire. Parce que vous instaurez une confiance. C'est sûr que le boucher, il va avoir quand même des fournisseurs à payer, qui ne vont pas l'accepter, donc il va devoir mettre des euros quelque part. Mais sur la marge qu'il prend, il peut accepter d'en mettre une petite partie déjà en monnaie locale, parce qu'avec ça, il pourra payer sa fiscalité locale, ses services locaux. Vous pouvez décider que le service qui aujourd'hui, l'état civil, n'importe quoi, il y a une part de la fiscalité des municipalités qui est obligatoire, qui est dictée par le pouvoir, la nation, et c'est le trésor public qui l'empoche. Celle-là, vous ne pouvez pas y toucher. Mais écoutez, vous avez plein de fiscalités que vous pouvez mettre en place. Les taxes de séjour, la voirie.
les parkings, tas de choses de ce genre. Si vous créez des chantiers, vous pouvez faire aussi privilégier. Vous pouvez même, dans certains cas, au niveau des taxes, je dirais locales obligatoires, la commune fixe le taux. Vous pouvez le faire au minimum et à créer à côté une autre fiscalité. Ce que je dis est un petit peu absurde, mais c'est pour vous montrer qu'avec un petit peu d'imagination, on peut faire des choses. Pour les taxes locales, taux de la mairie, commune, nous, 0, on fait cadeau. Le département va prendre, il y en a d'autres qui vont prendre, mais nous on fait cadeau sur notre part. Par contre, on va transformer ça qui était au mètre carré en fonction de la surface de l'occupation par une taxe de séjour. La taxe de séjour va tenir compte des ressources des personnes et des mètres carrés occupés. Vous détournez ce genre de choses et ça vous pouvez le mettre dans votre monnaie. Je veux dire que derrière il y a un travail d'utilisation, mais ce qu'il faut que vous ayez au départ c'est une confiance, donc il faut l'instaurer, et une possibilité de rendre un peu obligatoire. La coercition, une administration peut le faire, une municipalité peut le faire, un EPCI peut le faire, pas une association. Je dis simplement qu'il faut de l'imagination, il faut de la créativité, il faut étudier pour voir ce que l'on peut faire. Mais on sait que si on le met en place, ça tourne. Dans les monnaies locales actuellement, ça ne tourne pas. Parce que vous n'arrivez jamais pratiquement à avoir la confiance, ce ne sont que des bénévoles qui vont.